Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 3 cadres du FPI, le parti politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été placés en détention ce mardi en Côte d'Ivoire. Ils sont entre autres soupçonnés de voies de fait sur les forces de l'ordre. Délai supplémentaire pour les candidats aux élections provinciales en République démocratique du Congo. Ils auront jusqu'au 25 mai pour déposer leur candidature. L'opposition craint que ce délai ne soit synonyme de modification du calendrier électoral. La Banque africaine de développement veut nettement augmenter la capacité hydroélectrique du continent. L'institution espère ainsi fournir en électricité près de 34 millions de personnes d'ici 2018. Mais d'abord, esclavage des temps modernes et léthargie des pays africains. Les mots sont cinglants pour qualifier le drame de l'immigration clandestine et ils sont signés Amsatou Sow Sidibé, la conseillère du président sénégalais Macky Sall et présidente du réseau Dialogue et Sécurité en Afrique. Elle demande au chef d'État sénégalais la tenue d'assises de l'Union africaine sur la question. Les chiffres sont éloquents. Depuis le début de l'année 2015, un migrant est mort toutes les 2 heures en tentant de rejoindre l'Europe. En Côte d'Ivoire, incarcération mardi de 3 cadres du FPI, le parti d'opposition fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. 2 anciens ministres et un ancien député ont été accusés de discrédit sur une décision de justice, violence et voies de fait sur les forces de l'ordre et rébellion et atteinte à l'ordre public. Une situation qui relance la crise que traverse le principal parti d'opposition au président Alassane Ouattara. Arwa Barkala. La crise au sommet du Front populaire ivoirien connaît depuis mardi un nouveau rebondissement. 3 cadres du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été placés en détention. Les anciens ministres Sébastien Dano Djedje, Hubert Oulaye et Justin Koua ont été transférés dans les prisons de Dabou, Toumodi et Bouaké, au sud et au centre du pays. Pour certains membres du parti, cette situation résulte de la stricte application de la loi. Nous avons longtemps décrié que Ouattara ne respecte pas le droit. Nous avons longtemps décrié que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Aujourd'hui, dans une affaire de justice, le droit a été dit et des camarades politiciens qui, normalement, devraient accompagner cette décision-là pour rendre ces institutions de justice fortes sont ceux-là même qui se mettent à l'encontre de cette décision de justice. Donc, c'est tout à fait normal que dans l'application de ce droit-là, il y ait eu, on va dire, des arrestations. Sébastien Dano Djedje et Hubert Oulaye sont soupçonnés de discrédit sur une décision de justice, violence, voies de fait sur les forces de l'ordre, rébellion et atteinte à l'ordre public. Quant à Hubert Oulaye, ancien député, il est soupçonné de complicité d'assassinat de militaires de l'ONUCI dans l'ouest du pays. Une réalité qui met à mal la volonté de réconciliation affichée par le régime en place. Ces arrestations-là ne doivent pas prospérer, demander au pouvoir, si on parle de réconciliation, si on parle d'aller à la paix, ce pouvoir-là doit pouvoir faire des concessions et libérer nos camarades qui ont été arrêtés. Le vote des militants qui avaient désigné l'ex-président Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, a été invalidé par la Cour de justice d'Abidjan fin 2014. L'appel formulé par ses partisans sera jugé le 5 juin prochain. En attendant, la crise s'aggrave entre partisans de Pascal Affi-N'Guessan et ceux de l'ancien président Laurent Gbagbo, à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2015. C'est l'une des conséquences des attaques de Boko Haram. Des centaines de réfugiés ont rejoint les rives du lac Tchad depuis plusieurs jours. Un afflux qui n'est pas inédit pour le Tchad. En janvier 2015, déjà 11 000 réfugiés étaient recensés. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies prévoit près de 30 000 déplacés pour l'année 2015. Une fois ces populations mises en sécurité, que deviennent-elles? Comment sont-elles prises en charge? Élément de réponse avec le président de l'association des consommateurs, Daouda El Adjadam. Effectivement, nous assistons à une vague très importante des réfugiés donc de long de la frontière qui viennent s'installer au niveau du Tchad. C'est une situation, je pense, du point de vue humanitaire quand même très préoccupante parce que déjà au niveau des installations, des études d'accueil,
c'est déjà assez limité. Dans ces régions, les familles déjà sont des familles défavorisées, qui sont pauvres, qui connaissent déjà beaucoup de problèmes d'accès aux services de base. Et l'arrivée donc supplémentaire de ces réfugiés vient donc aggraver cette situation. Il est vrai que les pouvoirs publics tchadiens ont effectué beaucoup de missions d'évaluation de ces besoins, mais je pense aussi que les organisations humanitaires également ont eu à effectuer des missions ci et là. Mais jusqu'à présent, je pense que il n'y a pas de solution à cette situation qui est préoccupante et qui nécessite vraiment une mobilisation à la fois de la communauté internationale mais aussi des gouvernements parce que les populations locales sont débordées par rapport à cette situation. En Guinée, le président Alpha Condé recevra le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, vendredi 8 mai. L'opposition qui considère cette rencontre comme une simple consultation et non comme des négociations. Les manifestations prévues ce jeudi sont donc maintenues. Pour rappel, le calendrier électoral repousse les élections communales après l'élection présidentielle prévue en octobre. Or, l'opposition souhaite que le scrutin local précède celui national. Et alors que l'opposition conditionne toujours sa participation au scrutin provincial, cette fois en République démocratique du Congo, la commission électorale a décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures. Il devait initialement prendre fin ce mercredi 5 mai et il a été prolongé jusqu'au 25 mai. Une prolongation qui fait craindre à l'opposition une modification du calendrier électoral. Christelle Ayambert. En République démocratique du Congo, la fin de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales a été reportée au 25 mai. Face à cette nouvelle décision, l'opposition craint une modification globale du chronogramme des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. Vous avez suivi que le gouvernement, la CENI par contre, a décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai pour le dépôt des candidatures. Ça ne dérangerait pas. Mais le problème est que le pays est si vaste. Moi, je demanderais à ce que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour parler. Et c'est ça la vraie démocratie africaine, quand on se met autour d'une table pour traiter le problème du pays. Les députés congolais avaient adopté le 9 janvier dernier la loi faisant passer la République démocratique du Congo de 11 à 26 provinces. Un découpage qui suscite de nombreuses réticences dans les provinces. Et ce découpage-là permettra à ce que nous puissions développer notre pays. Il y aura de coins, de provinces qui seront un peu, qui n'ont pas beaucoup de richesses. Mais il faut savoir, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut développer, puisqu'on a un pays dont la terre est fertile. Si on n'a pas de minerais là où on se retrouve, pourquoi ne pas développer l'agriculture? En République démocratique du Congo, les élections provinciales et locales sont une priorité pour le gouvernement. Ce scrutin permettra d'élire les députés provinciaux qui, à leur tour, éliront les gouverneurs et les sénateurs en poste depuis 2007. Fournir l'électricité à 33,7 millions de personnes d'ici 2018, c'est l'une des ambitions de la Banque africaine de développement. La lutte contre le délestage est clairement ciblée, une façon également de dynamiser les économies du continent. Des précisions d'Idlet Mirbel-Bissou. La Banque africaine de développement envisage de fournir à 33,7 millions de personnes l'accès à l'électricité d'ici 2018. Cela fera passer la capacité hydroélectrique du continent à 40 gigawatts. La BAD a investi ces 2 dernières années plus de 13 milliards de dollars dans le secteur énergétique. La satisfaction de la demande énergétique de l'Afrique nécessitera un investissement de plus de 60 milliards de dollars annuels qui s'étendront jusqu'en 2040. L'objectif de la banque est d'aider ses pays membres à développer des partenariats publics-privés. En Afrique, la population rurale représente 60% de la population globale. Pourtant, le raccordement électrique ne progresse que très lentement par manque d'infrastructures de qualité. Sur 1,2 milliard de personnes n'ayant pas accès à l'électricité dans le monde en 2014, 589 millions sont africains. Si rien n'est fait d'ici 2030, le nombre de personnes sans électricité va considérablement s'accroître. Il ne peut pas y avoir de développement en Afrique sans électrification. Les facteurs de compétitivité, il n'y a pas que l'environnement des affaires comme les procédures, mais il y a aussi la qualité des infrastructures. Et quand on parle des infrastructures, on parle des routes et on parle aussi de l'énergie. Donc si vous n'avez pas une électricité suffisante en termes de mégawatts, et à faire de qualité, parce que vous avez des coupures d'électricité ou qui est cher,
vous n'êtes pas compétitif. Sur le continent, 70% des entreprises mentionnent l'irrégularité de la fourniture électrique comme une contrainte majeure à la croissance. 30% des centres de santé opèrent sans électricité. Pourtant, l'Afrique a un potentiel d'énergie renouvelable énorme encore inexploité. La volonté des gouvernements est de fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.